Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon. Bienvenue à ma conférence Comment débuter dans l'accessibilité numérique. Avant de commencer, je voudrais connaître un peu votre niveau. Parmi vous, connaissez un peu l'accessibilité numérique? Non? 2, 3. Bon, bah, ça tombe bien, vous allez en savoir plus. Je vous préviens, il y aura beaucoup d'informations. Donc, les questions à la fin, je vous demanderai de les écrire via Slido. Donc, comme ça vous facilitera les échanges. Voilà, bon, c'est parti. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est l'inaccessibilité numérique sur Internet. En avis, on va sur Internet, je me retrouve dans la possibilité de zoomer, c'est-à-dire de grossir ou réduire sans modifier la structure du site. Je ne peux pas naviguer sur le site. Les vidéos ne sont pas sous-titrées ni audio décrites. La police, elle est trop petite. Les couleurs sont trop vives ou trop claires. Je ne peux pas remplir ou valider un formulaire. Les images, ils ne sont pas décrites. Mon lecteur d'écran, il me parle en anglais alors que le site est en français. Je ne peux pas payer en ligne. Il y a plein de boutons ou liens identiques non titrés. Je ne sais pas où il est. Donc, c'est des exemples parmi d'entre eux. Et au fil des années, des utilisateurs et des utilisatrices ont dit des problèmes d'accessibilité sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a Fernando qui va commander des billets sur le site de Fnac. Il ne peut pas parce qu'ils se retrouvent dans la possibilité de... Et sur quel bouton, il ne sait pas. Au moment où Sylvie elle finalise son inscription, son lecteur d'écran lui vocalise bouton, bouton, bouton. Elle ne sait pas non plus où il faut cliquer. Sylvie elle s'est retrouvée sur un site où son lecteur d'écran lui a vocalisé en anglais, alors que le site est en français. Céline, elle va sur les sites de resto, elle ne peut pas réserver ses places dans les sites de restaurants parce que les sites sont inaccessibles. Et parmi les, grosso modo, pour elle, au moins 2% d'entre eux, à chaque fois, elle va sur les sites de restaurants, ils sont seulement accessibles, 2%. Moi, j'avais tweeté parce que j'ai des problèmes de vue et du coup, il y a des problèmes de contraste, je n'arrive pas à lire. Donc, il y a un problème, c'est peut-être joli, c'est dans la maquette, mais si les couleurs sont complètement incompatibles, je ne peux pas lire ce qui est écrit. Céline, elle est sur des liens, elle navigue de lien en lien, et le lien lui dit adresse du lien, adresse du lien, adresse du lien. Donc, elle est dessus, elle ne sait pas, le lien, elle va ouvrir, c'est un peu une pochette surprise pour elle. Céline, elle adore tweeter, c'est la star de Twitter, elle dit, elle énonce des problèmes d'accessibilité. Elle me renseigne des informations sur un formulaire et au moment de valider, nous, on voit que c'est rouge, mais les champs en erreur, ils ne lui sont pas vocalisés, donc elle ne sait pas quel champ est en erreur. Ensuite, Céline, elle va sur la poste et elle n'est pas là pour recevoir le colis et elle veut reprogrammer son colis, elle ne peut pas, parce que le site de la poste ne lui permet pas de le faire. Et pour les impôts, elle se retrouve dans la possibilité de faire ses réclamations. Donc ça, mine de rien, ce sont des tous les jours, on va sur ces sites tous les jours. Pour nous, c'est accessible, mais pour certains utilisateurs, ils ne le sont pas. Donc pourquoi? Donc c'est quoi l'accessibilité numérique? C'est la capacité pour toute personne de lire, donc lire correctement ce qu'il y a sur le site internet, de comprendre, donc pouvoir analyser, comprendre et aller où on va, d'utiliser correctement, pleinement et sans blocage les sites digitaux, c'est-à-dire avec le clavier, le lecteur d'écran, on peut pouvoir naviguer sur un site internet sans être bloqué. Pour qui nous avons plusieurs catégories, donc on avait les personnes aveugles et malvoyantes qui utilisent un lecteur d'écran pour naviguer sur internet ou une loupe agrandissante pour lire le contenu du site. Les personnes sourdes ou malentendantes qui ne peuvent pas comprendre ce qu'il dit sur les vidéos ou podcasts, d'où la nécessité de sous-titrer les vidéos ou de transférer les podcasts. Pour les personnes qui ont des problèmes motrices, IMC, paraplégie, Parkinson, etc., on a des problèmes
On a des tremblements et on ne peut pas utiliser la souris tellement on tremble et on n'arrive pas à naviguer. Et pour se stabiliser, on utilise le clavier pour naviguer sur le site. Pour les déficiences auditives, la dyslexie, photosensibilité, on a des problèmes de contraste, on se retrouve impossible de lire un texte en jaune avec un arrière-plan rouge, c'est impossible. Ou alors la police ne sont pas adaptées, les polices fantasy qui nous empêchent de lire correctement le site. Il faudrait, les polices sont en parlement arrière sans shérif, tout. Et n'oublions pas les personnes âgées qui se retrouvent aussi avoir des problèmes d'handicap. Et on a aussi tous un petit handicap temporaire ou définitif. Tout ça, ça représente quand même, sans compter les personnes âgées, 12 millions de personnes handicapées en France. C'est difficile de dire un chiffre officiel parce que le recensement ne met pas bas, mais on estime quand même 12 millions de personnes handicapées en France. Donc, l'accessibilité, c'est une affaire de tous et de toutes. On recherche à faciliter la vie aux utilisateurs et aux utilisatrices ayant une déficience invalidante. Des sites, daltonisme, surdité, mauvaise vue, etc. On en revient tous, en fait, à faciliter la vie de tous les utilisateurs. On a tous un petit problème, qu'il soit temporaire ou définitif. Un bras cassé, c'est temporaire. La vue, ça peut être définitif. Donc, c'est vraiment, on a tous un problème. Pour pouvoir tester les sites accessibles, il faut-il un clavier, un lecteur d'écran, c'est tout. Il ne faut pas utiliser la souris, sinon c'est une solution de facilité. Donc, si vous voulez tester, vous pouvez utiliser des lecteurs d'écran existants, Joe pour Windows, NVDA pour Windows, Oria, Linux, VoiceOver, iOS, Toolback, Android. Donc, je vais vous faire une démo avec des sites non accessibles. Alors, je suis sur le site de BioHop pour réserver, acheter mes produits. Je navigue avec mon clavier. La touche tab, vous voyez l'outline qui bouge. Et je continue à tabuler, mais il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, on avait bien démarré. Ensuite, je vais utiliser le lecteur d'écran. Donc, on a le visionneuse de parole, c'est bien pour moi parce que j'ai des problèmes d'audition. Donc, avec ma surdité, je ne peux pas en vocaliser. Donc, la visionneuse de parole me permet de voir ce qui est transcrit. Donc, là, j'ai recherché une information, un produit, liste roulant, très bien. Bouton, choisir son magasin, mon compte, panier, je continue, mes informations, mes adresses. Et à un moment, je me retrouve bloquée. Et un article, je continue à tabuler. On voit même la personne qui va utiliser les lecteurs d'écran, elle se retrouve dans la possibilité de continuer. Ensuite, je vais sur la page de la Poste. Dans la page de la Poste, on a un formulaire tout simple. Je vais sur le champ adresse email. Donc là, le lecteur d'écran, il me dit édition obligatoire, auto-complétion vide. OK. Mot de passe, édition protégée, obligatoire vide. Je me retrouve dans la possibilité de savoir ce qui se passe. En tout cas, on a révélé le mot de passe. OK. Un mot de passe oublié, rester connecté, se connecter. Bon, la suite, ça va, mais les deux premiers champs, adresse email, mot de passe, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas quel champ est attribué. Ensuite, nous avons le site de la Poste. Je vais naviguer, toujours tabulant. Le site il est accessible, mais j'ai un repère visuel me permettant lien, je vais y aller. Donc là aussi, on a un problème d'accessibilité. Sur BioHop, si je me retrouve à zoomer au maximum, donc je suis à 500%, et je veux descendre. Voir ce qui se passe. Vous voyez les curseurs qui descendent, mais je peux voir le contenu du site. Donc voilà, ça c'est des problèmes d'accessibilité qu'on peut rencontrer. Et donc je dézoome un peu. Là, je suis à 250%. Et là, on voit bien une grosse partie du menu qui me prend la moitié de la page et l'autre moitié
c'est pas très accessible. Donc voilà, le petit démo avec un signe non accessible. Donc, comment penser accessible avec des composants simples et régulièrement utilisés en HTML. Donc, il y a un formulaire, il faut le rendre accessible de manière simple. Donc, nous avons un formulaire en HTML tout simple. Nous avons le label normal en HTML avec un input, le type texte, l'ID, texte identifiant, le label mot de passe et le se souvenir de moi avec un bouton en action. Le visuel, on voit bien, on a bien le champ identifiant, le champ de mot de passe, la se souvenir de moi, le bouton. Mais par contre, comme je vous l'ai montré lors de la démo, on a formulaire région, édition groupe, édition vide, édition protégée vide, non hoché, édition, bouton. Alors là, c'est mes deux éditions, nous on voit que c'est identifiant et mot de passe, mais la personne qui utilise les temps d'écran, elle ne va pas savoir ça. Donc il manque cette information cruciale. Comment rendre ces champs accessibles? Grâce à l'attribut fort. L'attribut fort qui est associé à l'ID de mon input. Donc il faut avoir le même nom. Et en attribuant l'ID de mon input dans l'attribut fort, je vais rendre accessible mon formulaire. Donc on voit qu'il est présent pour chaque champ, mot de passe, se souvenir de moi. Donc le visuel, il ne change pas. Par contre, il fait toute la différence. Le lecteur d'écran, il dit formulaire groupe, annexion, identifiant, édition, mot de passe, édition protégée. Donc là, on voit bien, édition, identifiant, édition et mot de passe, édition. Donc là, on a ces deux informations qui sont bien réalisées. Hoché, non hoché, se souvenir de moi. Grâce à l'attribut fort, on a rendu le formulaire accessible, les boutons, les champs, les hoché. Si on doit dire qu'il y a des champs obligatoires, on a les astérisques, c'est une information visuelle, pour dire que c'est obligatoire, mais ça ne suffit pas. Et il faut dire que c'est obligatoire grâce à l'attribut re-héride. N'oubliez pas de mettre l'attribut re-héride pour signifier que le champ est obligatoire. Parce que le lecteur d'écran, on va dire que c'est obligatoire, il va dire édition, obligatoire, entrée invalide. Mot de passe, édition protégée, obligatoire, entrée invalide. Et la hoché, non hoché, souvenir de moi, c'est pas un champ obligatoire, donc je n'ai pas mis obligatoire. Donc on voit l'identifiant et le mot de passe sont obligatoires. Donc je peux aller plus loin. Donc s'il y a une erreur, ce sera réalisé entrée invalide. Par contre, il ne faut pas véhiculer l'information uniquement par la couleur. Parce qu'il y a les personnes daltoniennes qui sont incapables de faire la différence entre le rouge et le vert. Donc, il faut expliciter le champ en erreur avec une phrase et avec des icônes pour dire check ou croix. Donc, c'est important. Quand il y a des images, il faut penser à les décrire. Je sais, on a l'habitude, on ne sait pas quoi mettre dans l'attribut at, on a tendance à mettre des noms de fichiers dans l'attribut at. Sauf que le lecteur d'écran, il va visualiser graphique visuel underscore academy underscore 2 underscore paris-intense-11.png. D'après vous, est-ce que c'est une information explicite? Pas du tout. Donc, il faut donner une information sur le contenu. Là, je ne vous ai pas affiché exprès l'image, mais imaginez si vous avez une image non accessible et vous ne savez pas, ça correspond le nom du fichier, ça ne vous parle pas. Par contre, s'il y a du texte sur l'image, il faut le décrire. Donc là, j'ai décrit message venant de LMI de Paris émise le samedi 14 novembre, un point de situation sur l'ouverture des établissements scolaires et universitaires lundi en Ile-de-France sera omnié ce samedi en fin de journée. Et on a l'information qui est correctement restituée grâce au lecteur d'écran en disant Rafi, on voit c'est une image et on a l'information. Voilà l'image en question.
Donc, vous voyez, ça fait toute la différence. Et on dit souvent sur les réseaux sociaux, il faut décrire vos images. On voit souvent les étiquettes hâte. C'est ça qui va permettre d'informer les utilisateurs et les utilisatrices utilisant les lecteurs d'écran. Il y a sur les photos, les images, les affiches. N'hésitez pas à les décrire. Donc, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Donc, si l'image est purement décorative, c'est-à-dire un logo, vous n'avez pas besoin de décrire le logo. Donc là, vous mettez un attribut at 10 bits. Mais si c'est vraiment une information importante, il faut la décrire. Je vous ai mis des liens typiques en m'en faire. Alors, on navigue sur le site avec votre clavier. Il faut penser à mettre les éléments en valeur et à vérifier ils ont le focus avec la touche Tab. On utilise souvent pour naviguer d'élément en élément sur Internet. Donc là, il ne faut pas supprimer le focus qui est mis par défaut. Donc, en général, on met outline none ou on supprime complètement outline. Et là, on n'a plus le bordure sur les liens. Je vous ai montré un peu au début de la démo. C'est le fameux outline utilisé par les navigateurs par défaut. Sinon, il faut mieux le laisser avec outline 0. Par contre, si vous le supprimez, il faut proposer un style alternatif comme le montre ci-contre l'image, en mettant en valeur les liens et les boutons en CSS avec les classes focus ou over. Donc là, on a par exemple le link. Vous voyez ici, c'est un style standard par défaut des navigateurs. Si le style avec le focus, là on voit avec le focus, on voit bien que c'est coloré en violet. Dans le bouton, on a un outline qui est coloré en violet. Et puis pour les champs aussi, donc c'est vraiment important, c'est une information qui me permet de savoir où on est. Après, on se retrouve à avoir des liens non accessibles. On met souvent des liens, on ne sait pas quoi dire, on met lire la suite, et ici, voir ce lien, ici, par là. Donc, visuellement, on voit que lire la suite est associé à tel article. Mais on va naviguer avec la touche Tab de lien en lien. Le lecteur d'écran, il va lire la suite, lien, lire la suite, lien, lire la suite, lien, lire la suite, lien. Souvenez-vous, Céline vous a dit que c'était une pochette surprise et c'est pas où il est. Donc forcément, on a ces informations-là qui sont restituées, on ne sait pas et rien sont attribués. Donc c'est un problème. Il faut mettre une information pertinente et explicite. On va en faire. On a un attribut title qui va nous dire que c'est une information supplémentaire. Elle va nous informer que voilà, lire la suite, c'est lire la suite du passage de l'oreille IMSA standard avec nouvelle fenêtre. Il faut préciser que le lien s'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Parce que sinon, si on ne précise pas, l'utilisateur ou l'utilisatrice va chercher sa page. Elle dit, mais j'attends la nouvelle page et pas. Alors, si on lui dit si la page c'est une nouvelle fenêtre, elle va savoir il faut changer d'onglet. Donc, c'est important. Donc là, on voit le visuel, il ne change pas avec l'attribut title. Et sur les lecteurs d'écran, on a bien quatre liens différentes. Et les title, on voit bien c'est l'information totalement explicite. En disant lire la suite du passage de l'oreille IMSA standard en latin, lire la suite d'un autre passage, lire la suite de l'article sur l'accessibilité numérique, lire la suite sur l'article sur les archives de Nord. Par contre, si dans votre lien ou bouton, vous avez déjà l'information explicite, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'attribut title. Ensuite, on se retrouve à avoir des boutons non accessibles. Souvenez-vous, au début, on vous a dit Fernando et Sylvie, on dit bouton, bouton, bouton. Et qui se passe visuellement, moi j'ai mis 3 images, Visa, Mastercard, PayPal. Et j'ai mis 3 images, j'ai pas mis d'informations décoratives, et le lecteur d'écran, il dit bouton, bouton, bouton.
Nous, on voit 3 boutons complètement différents, mais la personne qui utilise l'éditeur d'écran ne sait pas. Comment faire? 2 façons de faire. La première, c'est de mettre l'attribut title sur le bouton en disant « payer avec Visa » et en laissant l'attribut « at » vide, parce qu'on ne peut pas avoir une information redondante. Ou alors, je dis, j'explicite le libellé dans mon attribut « at » et je n'ai pas besoin de mettre le title dans mon bouton. Le visuel, il ne change pas. Par contre, l'éditeur d'écran, il va bien vous réaliser. Titre niveau 1, choisir votre moyen de paiement, payer avec Visa, bouton, payer avec Mastercard, Rafi, bouton, payer avec PayPal, Rafi, bouton. C'est magique, hein? Je vous rappelle qu'un bouton n'est pas un lien. Un lien n'est pas un bouton. Je sais, il y en a qui aiment bien dire, mais oui, mon bouton ressemble à un lien et je ne sais pas les styler, donc je transforme mon bouton en lien. L'inverse, non, il y a une règle qui spécifie, si ça doit aller par, mettez un lien. Si ça doit faire une chose, mettez un bouton. Parce que l'éditeur d'écran, il va dire lien. Lire la suite, bouton, payer avec PayPal. Donc là, on a des actions bien définies. On va quelque part, on sait on va aller quelque part, et on sait faire quelque chose. C'est une action JavaScript, tu vas m'afficher un pop-up, tu vas faire une action. Donc c'est important. Donc si vous voulez styler, si vous voulez que votre bouton ressemble à un lien et votre lien ressemble à un bouton, il faut styler avec le CSS. Vous n'avez pas trop le choix. Aussi, dans l'utilisation de ThemeIndex, souvent il y a des méconnaissances sur cet attribut-là. Il y a Sylvie qui essaie de naviguer sur le formulaire de saisie et elle n'arrive pas parce qu'il n'est pas accessible au clavier. Sur tous les champs, il y a l'attribut ThemeIndex-1. Est-ce que c'est ThemeIndex-1, c'est vous enlevez le focus de l'élément. Donc ça veut dire si vous empêchez à l'utilisateur d'aller sur le champ avec le ThemeIndex-1. Ne jouez pas avec les ThemeIndex si vous ne savez pas vous en servir. Et n'en mettez pas non plus sur les champs parce qu'ils ont le focus naturel. Par contre, si vous avez par exemple un div qui est hittable, là vous pouvez mettre un ThemeIndex 0 pour que on puisse accéder à ce div hittable. Donc c'est important de bien savoir cette différence. Ne mettez pas les ThemeIndex 1, 2, 3 et 4. Ça ne sert à rien. Ça nuit à l'ordre naturel de la navigation du clavier. Et il ne faut pas mettre de ThemeIndex sur les titres, sur les paragraphes, ça ne sert à rien parce que on va naviguer avec les flèches pour lire le contenu des textes. Donc, comment rendre accessible la structure du site? Il faut définir la langue de votre site, c'est super important. Souvenez-vous, Sylvie a dit le site était vocalisé en anglais. On crée des projets par défaut sur Angular, sur Vue.js ou React. Souvent, comme c'est des frameworks américaines, en créant, ils font des pages HTML automatiquement et ils mettent langue English par défaut. N'oubliez pas de changer la langue. Si, en mettant la bonne langue de votre page HTML, l'information sera vocalisée en français. Par contre, si dans votre page vous avez des mots d'une autre langue, en anglais, en latin, en espagnol, sur ces mots-là, il faut le préciser en mettant des spans. Avec un span non English, donc là, l'éditeur d'écran va vocaliser en français, puisque j'écris du texte en français. Then, if I write in English, the screen reader must be able to vocalize in English. Désolé pour mon accent. C'est important de respecter la hiérarchie des titres. Pensez à la hiérarchie des titres comme un thème des matières sommaires. Il ne faut pas y avoir de trou. Ça facilite la navigation. Donc, le lecteur d'écran va immédiatement détecter les titres de la page.
Donc, s'il y a des trous entre H1 et H3, ça va poser problème. Donc, il faut respecter la sémantique des titres pour assimiler la hiérarchie de l'information, et c'est important aussi pour SSO. On ne peut pas se servir des titres pour juste pour grossir ou réduire la taille du texte, genre bah oui, mon H1 il est trop gros, donc je vais mettre H3. Non, c'est important de le styler. Si vous voulez vraiment dire voilà, mon H1, je veux, c'est la classe H3, ben, précisez dans votre fiche de style avec le H3, virgule, point H3, et là vous aurez tout le bon style. Il faut également respecter la structure du document. Header, nav, main et footer sont obligatoires. Main, il est unique. Nav est réservé aux zones de navigation. Pourquoi? Parce que chaque zone va avec un attribut rôle va permettre d'assimiler l'information aux utilisateurs de l'état d'écran pour savoir comment est structuré le site. Si je veux aller à la page principale, je vais dire, ben voilà, je vais aller sur la page principale, je vais aller directement sur la zone de recherche ou sur le footer. C'est important de les préciser. Donc, on a l'attribut rôle binaire qui est associé aux tâches header, le rôle main associé aux tâches main, rôle content info, tâche footer, search, dans une div, pour dire, voilà, je suis dans ma zone de recherche. Et on a le rôle navigation qui est placé dans tous les tags de nav. Et on a aussi entendu parler on peut utiliser le rôle pour un rôle bouton, un rôle option, un rôle dialogue, etc. Donc, c'est à vous de définir les rôles nécessaires quand vous utilisez des divs. Il faut attention, penser au zoom. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de responsives, et ben, les blocs s'embriquaient les uns et les autres. Et on a vu avec la démo de BioHop, il y a eu un problème de zoom. Donc, il faut penser à rendre le site jusqu'à 200%, voire plus. Donc, je vous ai montré jusqu'à 500%, ça peut arriver. Et pour ça, il faut mettre les valeurs les tailles en valeurs relatives, REM, EM ou pourcentage, parce que les valeurs fixes, point ou CMA, il ne fait pas l'arrondissement. Si vous mettez un 12 et on arrondit un page, la taille sera toujours aussi petite. Donc c'est important d'avoir une valeur relative pour, en la taille grossisse avec le zoom. Il faut également penser au contraste. Donc le contraste entre le texte et son arrière-plan, c'est-à-dire avoir un ratio de 5,1 minimum, un ratio de 3,1 minimum avec un zoom à partir de 120% ou 150%. Et vous pouvez définir vos chartes graphiques avec des palettes qui vous proposent des couleurs accessibles. Par exemple, Olivier lui a dit, ben voilà, je voulais renseigner un champ sur mon champ, mais j'ai un placeholder qui est tout gris et j'arrive pas à lire ce qui est décrit. Le contraste est vraiment trop clair. Et moi, j'ai reçu un email en HTML, oui, c'est peut-être joli, mais moi, j'arrive pas à lire le texte qu'il y a dessus. Il a fallu vraiment, je zoome à fond, ou je m'approche le nez sur l'écran pour pouvoir lire, mais et or, c'est très limite. Et c'est vraiment important de respecter la structure du site. Donc ARIA, c'est quoi? C'est Accessible Rich Internet Application. La définition, c'est une spécification qui propose la possibilité de définir sur les composants simples et riches une description des rôles, des états, des propriétés de manière à ce qu'ils soient reconnaissables et utilisables par les lecteurs d'écran. Donc, ça permet de faciliter la navigation du clavier et la restitution des informations via les lecteurs d'écran. Donc, voici, vous en avez sûrement entendu parler. ARIA label qui est pareil, le title. ARIA label by qui est utilisé pour titrer l'objet. ARIA describe by pour décrire l'objet.
Aria Erici, pareil, Eride. Aria Chid pour dire l'élément est hoché ou pas. Aria valide pour dire l'élément est invalide ou pas. Aria live, ça permet de restituer le contenu suite à un nouvel événement enclenché, c'est-à-dire un nouvel message qui apparaît sur la même page. Aria expanded, tu dis l'élément est replié, on a des onglets à replier ou des listes déroulantes. Aria hidden, là où vous en avez lu sur tout le plus entendu parler, pardon. C'est pour cacher, par exemple, dans les ions sur les ions, on met Aria hidden true parce que c'est pas une information explicite, importante à restituer, donc on va le cacher. Si vous ne savez pas utiliser Aria, n'utilisez pas. Par contre, si vous reprenez des projets et tu as des attributs Aria, laissez-les, ils ont une utilisation. Donc voilà, avec les attributs HTML, on rend facilement le site et c'est très peu coûteux. Donc à quel moment on va concevoir l'accessibilité numérique? Dès le début du projet, c'est important. Parce que si vous faites à la fin du projet, et des utilisateurs disent le site n'est pas accessible, il faudrait vous le corriger. Alors on va devoir repasser page par page et de détruire des trucs qui ne fonctionnent pas. Ou c'est du temps en plus, c'est d'argent en plus, et on doit revoir des pages. Et au final, ça va coûter en plus cher. Donc si vous intégrez l'accessibilité de A à Z, du prototype, Macintosh, à la conception du code, de A à Z des débuts, ça vous coûtera moins cher. Et ça ne concerne pas uniquement les sites internet, parce qu'il y a aussi les sites intranet et extranet. Les salariés handicapés travaillent également. Donc si ils sont dans des entreprises, ils se retrouvent à utiliser des logiciels qui ne sont pas accessibles, ils ne peuvent pas faire leur travail. Donc c'est important aussi de les rendre accessibles. Il n'y a pas de solution magique. Je sais, il est tentant d'utiliser des outils de surcouche pour faciliter le travail, mais sauf que des fois, ils sont en contradiction avec nos propres outils. En utilisant les temps d'écran ou des outils propres qui nous permettent de faciliter la vie, et en entrant sur les solutions de surcouche, on n'arrive plus à naviguer, ça rentre en collision, ça rend totalement le site inutilisable. Donc c'est important de coder dans le code, de vraiment concevoir le site dès le début. Donc il n'y a pas le choix, il faut mettre les mains dans le cambouis et dans le code. Je vais vous faire une démo avec un site accessible, par exemple le site du gouvernement, avec les lecteurs d'écran. Donc là, le son, il n'y a plus de son. C'est bon, on entend? Ouais, ça c'est moi. Ah oui, il a été Position pas fermée. Voilà, c'est bon. Alors, donc, j'arrive sur le site de gouvernement. Il me dit bienvenue sur le gouvernement, visite il y a un gouvernement. Rechercher édition, rechercher vide. Rechercher bouton édition. Ah, ne sont pas hors. Palette, soit vision, palette, ok, vision. Voilà, c'est bon, c'est mieux. Dialogue. Donc là, Dialogue, recherche région, recherche édition, recherche vide, recherche bouton. Menu principal, dialogue, liste de 3 éléments, L', bouton réduit. Menu principal, bouton réduit, L', actualité, développé. Liste de 5 éléments, visiter lien, L', actualité de la première, espace presse. Lien agenda.
Discours les actions le gouvernement développé. Liste. Visite virtuelle de Voilà, match. vous avez compris le principe. Kit, Donc, là, le site du gouvernement il est accessible. On a vu le outline naturel avec le bleu qui nous permet de naviguer et les informations sont bien restituées correctement sur les lecteurs d'écran. Donc c'est vraiment, voilà, c'est tout simple. En termes de législation et documentation, donc l'article 47 de la loi 2005 dit que les sites publics doivent être accessibles. Et pour les sites privés, avec la loi de 2016, donc, sous condition de chiffre d'affaires, ils doivent être accessibles. Donc, on a pour la loi de 11 février 2005, donc les sites web publics et les sites web privés, dont l'entreprise possède un chiffre d'affaires de moins de 250 millions d'euros, dont le site est obligatoire. Donc, la loi il dit explicitement pour les sites publics, ça doit être accessible à partir de 2019 et 2020. Sauf qu'il y a un jour, le gouvernement a décidé de reporter la loi à 2027. Pour les secteurs des privés, donc il y a depuis 2020-2021, ils doivent leur site internet doit être accessible. Donc c'est oui la loi, vous êtes obligation de respecter. Donc on a aussi le RG2A, donc ce sont les référentiels généraux d'amélioration de l'accessibilité mis en place par le gouvernement basés sur les normes internationales, le WCW. Qui est donc réunit une liste de critères, il y en a environ une centaine, et donc qui vont vous dire comment rendre un site accessible. Donc avec ces listes de critères, vous basez là-dessus et en fonction de ça, vous rendez votre site accessible. Je vous ai mis à disposition tout un tas de liens pour vous sensibiliser les wikis, les critères. Vous avez les critères H2A, vous avez des exemples de HUD mis en place par W3C. Vous avez les notices Access Web également. Et en plus de ça, vous avez, si vous voulez aller plus loin, respecter la qualité du web. Et avec des outils de test pour tester. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous former parce que je vous ai montré là, c'est le début. Donc, n'hésitez pas à vous former auprès des agences qui donnent des formations autour de l'accessibilité numérique. Et aussi, si vous voulez auditer votre site Internet pour qu'il soit en forme, n'hésitez pas à vous faire accompagner par les mêmes agences. Donc, c'est important de vous former. C'est pour tous les profils, pas uniquement les développeurs, c'est aussi les designers, les chefs de projet, tout le monde est concerné. Donc voilà, et je vous remercie. Donc, vous voulez retrouver ma présentation. Donc je vais vous demander de vous poser des questions sur le premier on-bar. Donc n'hésitez pas à flasher et à donner votre feedback. Merci beaucoup. Je vous laisse une minute pour le temps de rédiger vos questions. Vous n'avez pas de questions?
Comment faire lorsqu'un site n'est pas accessible et vous êtes dans l'obligation de l'utiliser? Eh bien, on passe notre chemin. Donc, si un site n'est pas accessible, des fois, on se retrouve à faire des efforts pour essayer de faire en sorte que ça marche, mais ça demande beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir ce qu'on veut, mais en général, on voit un site n'est pas accessible, on passe son chemin, et ce qui fait que vous perdez des utilisateurs à cause de ça. Donc, si on vous retrouvez dans la possibilité de amender, des produits sur BioHub, par exemple, on va trouver un autre site équivalent. Le problème, c'est qu'il y a très peu de sites qui soient accessibles. Donc, on se retrouve des fois dans l'obligation de forcer, de tester. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais je me suis retrouvée à me forcer à utiliser ce site. Là où je devais mettre normalement 20 minutes pour un utilisateur lambda, j'ai mis 3 heures. Donc, grosso modo, on perd 3 heures juste pour amender un produit où on veut amender. Ça fout un peu mal. Donc, vraiment, c'est important de rendre les sites accessibles. C'est pour faciliter la vie des utilisateurs. Et n'oubliez pas, il y a même 12 millions de personnes handicapées en France. Donc, ça représente de l'audience en plus. Autre question? As-tu une ressource pour apprendre à se servir d'un écran d'écran? Oui, il y a une formation dispensée par Access 42, qui est dispensée par une aveugle, qui vous explique comment utiliser un écran d'écran. Donc, c'est bien aussi de suivre cette formation-là. Et oui, et sinon, il existe des documentations. Je vous mettrai, je n'ai pas mis effectivement sur mes slides, mais je vous le donnerai. Il vous reste 1 minute de questions, si vous voulez. Non, pas de questions? Très bien. Merci beaucoup.